Bonjour, Gandono Senapo Marcelin, je suis auteur, coach, conférencier, également président directeur de Senapo Group. Alors, Senapon Group est un cabinet de formation basé en Afrique qui intervient essentiellement en Afrique francophone, de l'Ouest jusqu'au centre et vers la diaspora également. Alors, nous avons comme mission de pouvoir amener individus et organisations de la performance à l'excellence en leur permettant de faire moins, mais mieux ce qui résonne en eux et d'atteindre leur mission. Et l'élément fondamental de différenciation avec Senapon Group, c'est que nous utilisons beaucoup tout ce qui est valeur endogène, tout ce qui est endogénéité, parce que nous estimons que lorsqu'on parle d'entreprise, de management, de leadership, ce ne sont pas forcément des disciplines importées, mais ces disciplines existent également dans nos manières de faire, de transmettre la connaissance, et c'est pour ça que nous nous basons essentiellement sur ces éléments-là pour faire de la formation, du conseil, de l'accompagnement. Et quand je parle d'éléments, je veux parler en l'occurrence des proverbes africains, des métaphores africaines, des contes africains, de la sagesse africaine de façon générale. Et donc voilà les outils que nous utilisons pour pouvoir transmettre de la connaissance et éduquer également ceux avec qui nous travaillons, que ce soit individus ou organisations. Alors la chaîne YouTube dont nous sommes en train de parler actuellement n'est qu'une manifestation d'un ensemble d'actions que nous avons commencé par mettre en place depuis fort longtemps. Dans la plupart des projets, il y a toujours quelque chose qui constitue un élément déclencheur ou qui fait tic, et c'est suite à cela qu'on se lance dans des projets comme celui-ci. Alors, quand je regarde derrière, il y a une quinzaine d'années en arrière, lorsque je fais mes formations, mes séances de coaching, il faut reconnaître que la plupart des outils que j'utilisais en ce moment sont des outils ou des contenus issus de production d'auteurs occidentaux. Même si aujourd'hui vous voulez faire un master, une licence ou un doctorat dans une école de commerce, il y a de fortes chances que la majorité, sinon la totalité des contenus que vous allez utiliser soient des contenus produits par d'auteurs occidentaux. Donc au cours de mes formations, il arrive souvent que des participants me disent « Marcelin, ce que tu dis c'est vrai, on comprend, ça tient la route, franchement, il n'y a rien à dire. Mais on a le sentiment que ce n'est pas utilisable, ce n'est pas faisable chez nous. » Et parfois, il y en a même qui me disent que ce sont des choses de blanc. Et in fine, l'idée derrière toutes ces remarques-là, c'est que les choses que je partageais, elles n'étaient pas conformes à la réalité africaine ou au contexte de nos pays. Les gens se demandaient comment est-ce qu'on peut utiliser dans un contexte camerounais, sénégalais, togolais, béninois, etc. Et ça, moi, ça m'a interpellé. À la limite, c'est un peu comme si on me disait que je faisais juste du copier-coller, ou je prenais les choses que des gens ont fait, je venais plaquer ici. Et ça me travaillait. Je dis, mais attends, comment est-ce que je fais pour que les choses qui quand même intellectuellement tenaient la route, et les participants étaient d'accord là-dessus. Intellectuellement, ça tenait la route. Quand je parle de principes de management, les principes de gestion d'équipe, d'intelligence émotionnelle, la gestion de temps et de priorité, la matrice d'Eisenhower, et tous ces outils que vous connaissez certainement, intellectuellement, ça tenait la route. Mais les gens, quand même, avaient le sentiment que ce n'était pas conforme à leur réalité, qu'ils ne pouvaient pas l'utiliser dans leur contexte africain. Alors, la question à laquelle je devais répondre est celle-ci. Comment je fais pour que quelque chose qui tient la route intellectuellement, les gens puissent les accepter et les utiliser pour qu'ils puissent se développer non seulement individuellement, mais organisationnellement parlant. Donc, il était question maintenant de trouver un canal de transmission de connaissances. Et c'est là que j'ai compris cette pensée de Mandela qui dit ceci. Parle à un homme dans une langue, le message ira à sa tête. Parle à un homme dans sa langue, le message ira à son cœur. Vous voyez la distinction? Le cœur, c'est le lieu de l'intellect. C'est-à-dire que quand je faisais mes formations, intellectuellement, les gens étaient en accord avec. Mais émotionnellement, dans la pratique, dans l'acceptation, ils n'étaient pas vraiment en accord. Ça veut dire que quelque chose peut tenir la route intellectuellement, mais les gens peuvent ne pas l'accepter. On peut conceptualiser un concept ou une manière de faire, une démarche, mais les gens peuvent ne pas se l'approprier. Vous comprenez pourquoi est-ce que parfois les gens sont réfractaires au changement. On fait des inventions, la technologie est mise en place, l'IA est mise en place. Oui, certes, ça va faciliter le quotidien des gens, mais ils sont réfractaires à ça parce que leur cœur n'y est pas. Et j'ai compris également pourquoi est-ce que chez moi au Cameroun, par exemple, on dit ce qui tient vraiment à cœur à quelqu'un ou ce qui fait vraiment plaisir ou fait mal profondément à une personne, c'est dans sa langue maternelle que cette personne l'exprime aisément. Et ça rejoint la pensée de Mandela. Donc ça veut dire que si les gens ne s'alignent pas, ne s'approprient pas, n'acceptent pas, ne prennent pas ce que vous leur dites, même si intellectuellement ça tient la route, ils ne prennent pas. Et dans ma réflexion, il était question de trouver le meilleur moyen de pouvoir transmettre mes formations, mes séances de coaching, etc. Et j'ai estimé, je suis arrivé à la conclusion que la meilleure manière de transmettre tout ce que je transmettais,
c'est d'utiliser les proverbes africains, les métaphores africains, les contes africains, la sagesse africaine pour transmettre les mêmes informations. Et quand j'ai commencé par réfléchir, méditer sur ça, sur les proverbes, tout ça, je me suis rendu compte qu'en réalité, lorsqu'on parle de leadership, on parle de management, on parle de développement personnel, quand je prends les principes qui sont dans les livres des écoles de commerce, je me rends compte que c'est exactement la même chose que dans les proverbes. À la différence que c'est énoncé différemment. C'est-à-dire qu'un principe de gestion, de management de vie, en Afrique, on va utiliser les éléments de la nature ou l'image d'un animal, l'image d'une plante, d'une fleur, du ciel, de l'eau, de la rivière pour transmettre l'information. Sauf que l'information n'est pas transmise de façon brute, dans une métaphore, dans un conte, dans un proverbe. Et il faut faire un travail intellectuel pour aller percevoir, pour aller pêcher l'information qui est derrière, la connaissance qui est derrière. Et je trouvais ça extraordinaire comme mode de transmission de connaissances. Donc quand je prends les proverbes, je prends le principe qu'on peut qualifier de principe contemporain moderne, je trouve que tout se rejoint. Et à partir de ce moment, j'ai conclu que les proverbes africains, la sagesse africaine devraient être le mot de transmission de connaissances, d'informations, de savoir pour tous ceux qui sont des consultants, des formateurs, sont dans le service. Ces éléments devaient être le mot de transmission de savoir vis-à-vis de la clientèle. Alors, est-ce que c'est mauvais de s'appuyer sur des contenus externes? Quand on parle de contenu externe, vous comprenez par là tout ce qu'il y a comme documentation produite par des auteurs occidentaux. Est-ce que c'est mauvais ou pas? Il y a un élément dont je pense qu'il faut tenir compte. Vous savez, dans la démarche scientifique, lorsqu'il faille trouver une solution pour une situation, un défi ou des difficultés que les gens vivent, la première étape d'une démarche scientifique, c'est l'observation. Alors après l'observation, on va poser des hypothèses et ensuite on va faire des expérimentations et ça suit la ligne jusqu'à ce qu'on finit par trouver des solutions à des situations données. Et donc, si vous voulez trouver des solutions à des gens, à un peuple, à une entreprise, à une organisation, j'estime que le meilleur endroit pour trouver la solution ou pour faire la première étape d'une démarche scientifique, c'est d'observer son environnement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vouloir trouver des solutions à des situations qu'un vieux Camerounais est parti d'une observation faite en Australie, par exemple, ou au Canada, ou en Suisse. Même si vous utilisez une démarche scientifique, in fine, la solution que vous allez utiliser peut ne pas être applicable au Cameroun parce que vous n'avez pas tenu compte du contexte camerounais. Et c'est pour cela que vous allez voir que tout ce qu'il y a comme théorie de développement, tout ce qu'il y a comme pensée de développement, tout ce qu'il y a comme stratégie de développement, les programmes d'ajustement structurel qui ont été mis en place par les institutions de Bretton Woods, tout ce qui a été mis en place en termes de coopération, d'abord avec la communauté économique européenne, ensuite avec l'Union européenne, tout ce qui vient du Japon, le TICAD, etc. Tout cela, ça ne fonctionne pas en Afrique. Pourquoi? Parce que ce sont des solutions qui sont pensées dans d'autres contextes. Les observations, première étape d'une démarche scientifique, n'ont pas été faites à partir de ce que les gens vivent, mais plutôt à partir de bureaux, d'immeubles UP à Washington, à Paris, à Londres, etc. Donc ça ne peut pas marcher. Ce qui fait que depuis 40, 50, 60 ans, nos pays n'arrivent pas à aller de l'avant parce que les solutions ne sont pas pensées par rapport à ce que les gens vivent. Et donc, si vous n'utilisez que, en tant que consultant, formateur, coach, quelqu'un qui est dans le service, dans l'accompagnement ou dans la coopération, vous n'utilisez que des données issues d'observations d'ailleurs pour venir les implémenter dans nos pays, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que si je suis un entrepreneur sénégalais, malgache ou centrafricain, je veux résoudre des problèmes de mon contexte, de mon environnement. Et les problèmes auxquels un Centrafricain est confronté aujourd'hui, le Canadien n'est pas confronté à ces mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'un entrepreneur centrafricain, avant même de finir par sortir sa solution, il y a même des préalables qu'il doit résoudre. La fiabilité du courant électrique, la fiabilité de la connexion, la fiabilité des moyens de transport. Et donc, une solution d'un entrepreneur centrafricain va même tenir compte de ces éléments. Mais le Canadien n'a pas ces problèmes, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas ce qu'on appelle coupure d'électricité. C'est pas ce qu'on appelle indisponibilité ou fiabilité d'une connexion Internet. Il ne sait pas ça. Donc, lui, quand il veut payer à ces solutions, il y a des préalables qui ont été déjà mis en place. Donc, il ne pense même pas à ça. Donc, imaginez qu'un Canadien prenne ces solutions là-bas, en s'appuyant sur le fait où on ne s'imaginait même pas qu'il n'y aura pas d'énergie électrique, qu'il n'y aura pas de connexion. Et il vient en Centrafrique, dans notre pays, pour implémenter ces solutions, il n'ira pas loin. Parce qu'avant même de mettre la solution sur le marché, il va être confronté à des situations de coupure de courant, etc. Que
lui ne connaît pas chez lui. Et donc, par conséquent, j'estime que lorsque vous voulez résoudre des situations dans un contexte donné, il faut utiliser le principe de la contextualisation. Contextualiser, c'est-à-dire qu'une démarche peut être intellectuellement valable, mais les gens peuvent ne pas accepter ça. Parce que, imaginez par exemple que vous voulez construire un hôpital dans un de nos pays ou une école, etc. Mais que vous voulez construire ça dans une zone qu'on considère comme une zone dédiée à une divinité. Vous avez fini de construire l'école, mais personne n'enverra son enfant là-bas. Vous avez fini l'hôpital, mais personne n'ira se soigner là-bas. Parce que cet endroit, nous, on estime que ce n'est pas un endroit dédié aux hommes, aux humains. Donc, in fine, pour dire que moi, j'estime qu'en termes de démarche scientifique, il faut forcément pratiquer la contextualisation pour ne pas amener des solutions qui ne marcheront pas. Absolument pas. Parce que de toute façon, même si vous voulez vous fermer au monde, ce n'est pas possible dans le monde d'aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme globalisation, mondialisation. Franchement, ce n'est pas possible. Par contre, et j'insiste là-dessus, je le dis avec toute la sérieuxité possible, avant de vous ouvrir aux autres, vous devez avoir un bon ancrage. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas d'où vous venez, si vous ne connaissez pas votre histoire et que vous allez vers les autres vont vous phagocyter. Ils vont vous absorber. Leur mode de vie, leur mode de pensée deviendront votre réalité. Donc avant de s'ouvrir au monde, il faut savoir déjà qui on est. Un arbre, pour se déployer le plus haut possible dans le ciel, doit avoir des racines des plus profondes. Si les racines d'un arbre ne sont pas profondes et qui s'élèvent en l'air, qu'est-ce qui va se passer? Les éléments de la nature qui vont s'abattre sur cet arbre-là vont avoir raison de lui. Quand les plus torrentiels, les ouragans, les typhons, le tonnerre, tout cela va s'abattre, l'arbre va disparaître parce qu'il n'a pas de racines profondes. Par contre, s'il a des racines profondes, il peut tenir. Même si certains éléments de la nature en viennent à couper une partie des branches, à faire tomber des feuilles, etc. Puisque les racines sont profondes, il peut facilement se régénérer. Donc, avant de s'ouvrir au monde, avant d'aller vers les autres, il faut être ferme d'abord où on est, pour ne pas être déstabilisé, pour ne pas être absorbé. Et j'en veux également pour preuve le fait que même les contenus qui passent sur nos chaînes télé, vous allez voir sur certains contenus en moins de 10 ans, moins de 12 ans. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'un enfant de 10 ans ne devrait pas consommer un contenu destiné à des gens de 30 ans, puisqu'il n'a pas fini son processus de maturation, il n'a pas fini son processus intellectuel et il n'a pas encore la force spirituelle, mentale, émotionnelle nécessaire pour pouvoir tenir, absorber ou comprendre un certain nombre de contenus. Sinon, il va être déstabilisé. Un enfant de 10 ans qui consomme par exemple des contenus destiné à des adultes de 40 ans, vous allez le déstabiliser, vous allez l'embrouiller, vous allez créer une confusion dans son esprit parce qu'il ne comprend pas. Et il va vouloir faire des choses qui ne sont pas normales de son âge. Autre élément pour comprendre vraiment ce que j'ai dit, c'est que, vous savez, tout contenu que vous consommez charrie un certain nombre d'énergie. Donc si vous n'avez pas la force spirituelle, mentale et émotionnelle nécessaire, vous pouvez devenir fou. Et quand je dis fou, c'est au premier degré, c'est-à-dire qu'il y a des livres, si vous n'avez pas la force spirituelle nécessaire, vous les lisez, vous deviendrez fou. Ou si vous avez la foi en quelque chose et que votre foi n'est pas suffisamment ferme, mais que vous allez vers d'autres religions, vous allez être déstabilisé dans votre foi. Vous allez remettre en cause votre foi. Parce que vous croirez, vous allez prendre ce que vous venez d'écouter, d'entendre comme étant vérité et vous allez substituer ça à ce que vous connaissiez avant. C'est pour cela qu'il faut avoir une certaine fermeté dans sa compréhension au niveau de valeurs, de principes avant de s'ouvrir au monde. Et c'est comme ça que des gens se perdent en cours de chemin. Des gens se perdent en cours de chemin. Si vous n'avez pas un système de valeurs et de principes suffisamment solide et que vous allez vers les autres, vous allez vous perdre en cours de chemin. Et vous comprenez pourquoi est-ce que beaucoup d'Africains sont complexés par qui ils sont. Ils sont complexés par la couleur de leur peau, par leurs cheveux, par leur histoire, par leur langue, par leurs parents. Les autres sont arrivés à nous faire comprendre que nous ne valons rien. Et quand nous avons accepté ça, nous avons délaissé qui nous sommes. Et une des vidéos que vous allez certainement suivre sur ces chaînes-là parle du proverbe suivant. La poule n'a pas honte de son poulailler. Si vous avez honte de qui vous êtes, vous allez vous délaisser ce que vous possédez, les autres vont prendre ça. Et c'est comme ça que d'autres finissent par nous manipuler. Et j'ai dit également, vous allez regarder ça dans une vidéo aussi, que la meilleure manière de manipuler, d'assujettir, de conditionner, de dominer un individu ou un peuple, c'est d'arriver à le convaincre
de sa supposée infériorité ou incapacité à faire un certain nombre de choses. Si vous arrivez à convaincre quelqu'un de sa supposée infériorité, incapacité à faire des choses, vous arrivez à convaincre cette personne que ce qu'elle possède n'est pas de valeur, elle va s'en débarrasser. Et derrière, vous pouvez récupérer ça. Et c'est comme ça que des choses que nous avons délaissées et pour lesquelles nous avons honte, que nous, les autres les ont pris et nous allons chez eux pour aller les visiter dans leur musée, etc. Donc avant de s'ouvrir au monde, il faut avoir un ancrage suffisamment ferme pour ne pas se perdre dans le monde d'aujourd'hui. Et surtout le monde d'aujourd'hui avec tout ce que nous avons comme narratif, comme contenu. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez arriver à détester qui vous êtes, d'où vous venez et à détester même votre histoire. Cette chaîne va beaucoup parler de formation, de coaching, de management, de leadership, en s'appuyant sur tout ce qui est valeurs, principes endogènes. Donc nous allons extraire des proverbes, de la sagesse africaine, des métaphores africaines, des contes africains, tout ce qui a comme principe de gestion, principe de management, principe de leadership, principe de développement personnel, pour que vous puissiez comprendre que ces disciplines ne sont pas des disciplines importées. Non, 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 au contraire, ce ne sont pas des disciplines importées, mais c'est avec ces disciplines-là que nos royaumes, nos empires, nos peuples ont été dirigés, ont été managés depuis les temps anciens. Et c'est comme ça que les civilisations africaines ont rayonné sur le monde entier. C'est comme ça que les gens sont venus s'abreuver à la source de l'abondance. Vous prenez l'Égypte antique, vous prenez le royaume du Mandingue, vous prenez le royaume Zoulou du Bénin, etc. Tous ces royaumes, ces empires ont été managés, dirigés avec des principes. Et ces principes, ces valeurs-là sont contenues dans les proverbes africains. Et je pense que c'est de nos responsabilités. En tout cas, moi, je décide d'assumer cette responsabilité en tant que coach formateur. C'est de notre responsabilité d'aller visiter ou revisiter ces différents contenus pour en extraire des valeurs que nous pouvons utiliser dans notre monde aujourd'hui. Et ne pas considérer ces principes, ces valeurs, ces proverbes comme des vestiges du passé. Bien au contraire, ces proverbes sont d'actualité. C'est avec ça que je pense que nous pouvons contextualiser un certain nombre de principes universaux pour faire le travail de développement personnel pour le cas des individus et le cas de développement de nos organisations, pour le cas des entreprises et également pour le développement de nos pays. Et c'est en cela que nous pouvons affirmer notre authenticité, notre dignité. Donc en gros, l'objectif, c'est de pouvoir faire ce travail de déprogrammation, de reprogrammation mentale et montrer aux gens que quand on parle de développement personnel, de management, de leadership, les proverbes africains en parlent et de la façon la plus authentique possible. Notre démarche est faite en 4 étapes essentielles. La première étape, c'est quoi? Nous allons énoncer un proverbe de la façon la plus simple possible. Deuxième chose, nous allons parler du proverbe de façon primaire, au premier degré. Troisième étape, nous allons maintenant aller à un deuxième degré. Troisième degré, quatrième degré de décryptage de chaque proverbe. Et c'est là-bas que nous allons extraire de ces proverbes-là, n'est-ce pas, les principes de gestion, les principes de management, les principes de développement personnel, pour que vous puissiez voir que, en réalité, lorsqu'on parle des proverbes africains, ce ne sont pas des vestiges du passé et ce ne sont pas aussi des choses qui sont faites pour amuser la galerie, pour faire plaisir aux gens. Non, ce sont de vrais outils de transmission, de connaissances et d'éducation. Quatrième étape, nous allons dire de façon concrète comment est-ce qu'il faut utiliser ces proverbes-là dans la vie de tous les jours, que ce soit en tant qu'individu ou une entreprise. Parce qu'il ne suffit pas de parler, de dire que l'Afrique a beaucoup de potentialité, a beaucoup de richesses, et qu'on finit de dire tout ça, ça n'amène pas quelque part. Cette chaîne n'est qu'une manifestation d'un ensemble de choses que nous faisions depuis plusieurs années. Et pour preuve, je vous montre un ensemble des contenus que nous avons créés depuis. Quand vous prenez ce livre-là, dont le titre est Des proverbes africains au développement personnel et au leadership, vous comprenez que c'est un travail qui date depuis plusieurs années. Et ce livre, je l'ai sorti en 2018. Et il a été préfacé par le professeur Honoré Aguessi, paix à son âme, qui est un éminent professeur béninois, qui a travaillé beaucoup sur tout ce qui est endogénéité. Ce livre a été publié en 2018. À la suite de ce livre-là, j'ai fait une bande dessinée, tome 1, avec une amie, Jacqueline Nda. Cette bande dessinée a pour titre « La poule n'a pas honte de son poulailler ». Une manière de dire que nous, Africains, on ne doit pas avoir honte de qui nous sommes. Et dans cette bande dessinée, nous sens la jeunesse africaine et toute l'Afrique à être fiers de qui ils sont et ne pas penser que l'Eldorado est forcément de l'autre côté de la mer. C'est vrai qu'il y a des raisons qui font que les gens décident de partir, il ne faut pas nier ça. Des raisons économiques, des raisons de persécution, des raisons politiques, de changement climatique qui font que les gens décident de quitter leur terre natale pour aller voir ailleurs. Il y a aussi des raisons d'instabilité politique qui font que
c'est difficile de se projeter durablement dans beaucoup de nos pays. Donc il ne faut pas nier cette réalité. Mais il n'en demeure pas moins, et je tiens mordicus là-dessus, que personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Et si vous regardez bien sûr la couverture du livre, vous allez voir l'image de cette petit jarre qui est encore là. Et les deux personnages de la bande dessinée essaient de boucher les trous de la jarre. Une manière de dire que l'Afrique nous appelle, nous tous, pour qu'on puisse venir chacun avec ses doigts pour boucher les trous de ces jarres-là, afin que notre continent puisse être un endroit vivable pour nous tous. En 2019, soit l'année qui a suivi, j'ai fait ce livre-là, Rhapsodie des proverbes et sagesse africains. Dans ce livre-là, nous avons commenté 365 proverbes. Et ici, j'ai fait appel à des camarades, des confrères de l'Afrique et de la diaspora. C'est le lieu de leur rendre hommage, justement. Adjara Toulawani du Bénin, Cécile Hunkaren, elle est béninoise mais réside au Canada, Stéphane Corridon, Assina Christine, malgache résident en Suisse, Siri Bakpa du Togo, Marcel Efon du Bénin, Cheikh Taïgba de la Côte d'Ivoire, Samuel Maté, togolais résident en Côte d'Ivoire, Bénédicte Kessani du Gabon, Mariam Ina Kanouté du Mali, Nou Bouaklin de la Tunisie, Mam Kafassa du Sénégal, Moussa Koulibaly de la Côte d'Ivoire et votre serviteur Marcelin Gandonou. Et comme je disais, cette chaîne n'est que le prolongement de toutes ces actions-là que nous avons mis en place. Donc des livres, des bandes dessinées, une chaîne YouTube et d'autres éléments qui vont venir encore. Mais une manière de vous dire que nous essayons d'être dans la pratique. Certes, la chaîne va permettre l'éveil des consciences, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir aller au charbon. Et c'est une des choses qui nous reste, sur lesquelles nous devons travailler en Afrique. Nous parlons beaucoup, ce qui est bon, mais il faut aussi agir. Et moi, en tant que formateur, coach, consultant, je suis dans mon couloir. Non seulement je fais l'éveil des consciences, mais je décide, je choisis moi-même et avec certains de mes confrères de produire des contenus de façon pratique que les individus peuvent utiliser, que les organisations peuvent utiliser, que les entreprises peuvent utiliser, que les États aussi peuvent utiliser pour que de façon pratique, nous puissions faire des choses pour pouvoir faire du développement personnel, du développement professionnel dans nos pays. Alors, si tout ce que je viens de dire résonne à vous, vous sentez aligné par rapport à ça, ça vous parle, ça vous dit quelque chose, c'est le lieu de s'abonner si ce n'est pas encore le cas et de partager autour de vous pour que cette bonne nouvelle-là puisse aller aux confins de l'Afrique et au-delà dans la diaspora, afin que on puisse voir que lorsqu'on parle de développement, on parle de management, on parle de leadership, ce ne sont pas des disciplines importées, mais ces disciplines-là font partie intégrante de notre chaîne de transmission de valeurs. Et nous ambitionnons à travers ces chaînes et tous nos projets de pouvoir vous montrer que c'est possible et qu'à travers les proverbes, on peut faire du développement personnel, on peut faire du développement professionnel également. Mettez vos commentaires sur cette vidéo et si vous avez des proverbes sur lesquels vous souhaiterez qu'on puisse échanger sur ces chaînes, mettez-les également en commentaire. Et cette chaîne aussi va faire la promotion de toutes les initiatives qui iront dans le sens de notre ligne éditoriale. Si vous avez une initiative qui va dans la promotion de la culture africaine, des valeurs africaines, mais appliquée à l'entreprise, au développement personnel, au développement professionnel, n'hésitez pas à nous faire signe. Nous allons nous faire un plaisir de les relayer pour que le maximum d'initiatives d'Africains de la diaspora puissent, à travers cette chaîne, atteindre le maximum de personnes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Rendez-vous très prochainement pour notre prochaine vidéo. Demain matin, si vous écoutez le chant du coq, sachez que c'est moi qui vous dis merci de cette façon. À très bientôt.